Dans le secteur médical, les algorithmes sont aujourd'hui déployés pour aider au diagnostic, par exemple en analysant des images médicales, pour aider à la prescription de médicaments, pour optimiser le parcours de soins, et ainsi indiquer au personnel hospitalier si un ou une patiente doit recevoir des soins intensifs ou non, pour attribuer des greffons, prédire les risques de récidive d'un cancer ou de propagation d'une épidémie. Et ici, dans le secteur médical, plutôt que d'algorithmes, on peut parler de systèmes algorithmiques d'aide à la décision. Alors, Sonia Desmoulins-Cancelier, bonjour. Vous êtes chargée de recherche à CNRS, au laboratoire Droit et Changement Social de l'Université de Nantes. Vous êtes juriste et vous vous intéressez aux questions que posent ces systèmes algorithmiques d'aide à la décision. Donc ces questions, ce sont celles de leur fiabilité, de la légitimité de leurs préconisations, aussi des biais et des discriminations qu'ils peuvent porter, mais aussi peut-être la possibilité de contrôler ces serviteurs précieux qui peuvent s'avérer des maîtres redoutables. Sonia Desmoulins-Cancelier, est-ce que l'enjeu, c'est aussi de pouvoir faire confiance à ces outils très particuliers que sont les systèmes algorithmiques d'aide à la décision? Bien, bonjour. Effectivement, un enjeu important est celui de la confiance face à des outils qui sont très variés, donc vis-à-vis desquels on peut se sentir plus ou moins outillé pour réagir de manière pertinente, pour comprendre la fiabilité, l'adéquation de la proposition qui est faite par la machine. Et les outils sont variés parce qu'ils utilisent des techniques variées qui sont plus ou moins opaques, mais aussi parce qu'ils sont utilisés pour automatiser soit totalement, soit partiellement la décision, ce qui forcément pose la question de la maîtrise qui est gardée par l'utilisateur, mais aussi la question de l'information du destinataire de la décision, ce qui va poser la question finalement du rôle du patient aussi, puisqu'en contexte médical, en tout cas en droit français, on a un principe normalement de décision partagée, en tout cas d'association du patient à la décision. Et l'enjeu, c'est de comprendre comment ces systèmes algorithmiques d'aide à la décision prennent les décisions. Effectivement, il y a un enjeu particulier. Bien souvent, on accorde une importance particulière à l'automatisation totale en se disant que si l'humain ne peut plus intervenir, ça pose quand même des difficultés particulières. Mais même dans l'aide à la décision, même quand un praticien humain continue effectivement à recevoir les résultats de la machine, la question se pose de savoir s'il est capable de mettre ce résultat en contexte, à la fois en contexte de soins général, c'est-à-dire d'être capable d'apprécier la pertinence de la recommandation, et évidemment en contexte de soins particuliers, puisqu'il traite toujours un patient particulier dans un contexte particulier. Et de fait, l'évolution des techniques en informatique conduit à désormais proposer des outils qui sont plus opaques qu'ils ne l'étaient auparavant, puisque auparavant on recourait à des systèmes experts, c'est-à-dire des systèmes qui utilisaient des règles prédéfinies à l'avance par des humains, alors que désormais on utilise de plus en plus des techniques d'apprentissage automatique ou apprentissage machine, c'est-à-dire qu'en fait c'est le programme qui, à partir des données en entrée, va produire un modèle et cheminer pour obtenir un résultat. Or, même si on a des techniques informatiques qui visent effectivement à essayer de travailler à rendre plus intelligible le résultat, il n'empêche qu'on se retrouve avec des praticiens qui ne sont pas toujours formés et qui sont rarement informés sur la logique qui a été suivie par le système algorithmique qui doit pourtant les aider à prendre la décision. Aujourd'hui, les systèmes algorithmiques d'aide à la décision peuvent porter des biais. On parle d'erreurs, ils portent aussi peut-être une mauvaise information, ou en tout cas peuvent apporter de mauvaises informations aux médecins. Est-ce que vous avez des exemples de biais qui ont été avérés dans l'utilisation de ces systèmes algorithmiques? Alors avant de répondre précisément à votre question, je veux insister sur le fait que les taux d'erreur des outils ne sont pas forcément supérieurs aux taux d'erreur des humains, hein. Tout dépend des outils et tout dépend des humains et notamment de leur expérience dans le domaine concerné. Ensuite, je veux insister sur le fait que plus on utilisera la technique des apprentissages automatiques, plus les données seront la question de la collecte des données et du type de données qui sont collectées deviendra prégnante, parce que si vous êtes dans un système avec des règles préétablies et un étiquetage, ce qu'on appelle un étiquetage, donc associé un mot à une image par exemple, donc une intervention humaine en amont importante,
et plus finalement vous avez les moyens de contrôler le résultat en sortie. Plus vous recourez à une technique d'apprentissage machine, et plus finalement il devient crucial de vérifier que les données en entrée sont complètes, sont de bonne qualité et ne contiennent pas de biais, parce que la machine va restituer ces biais. Alors vous m'interrogiez sur l'existence de biais éventuels. D'abord, les biais cliniques sont évidents, ils préexistent. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de données cliniques sur les hommes d'âge adulte que sur les femmes et les enfants, ou même sur les personnes âgées. Donc à partir de là, vous allez forcément avoir un biais lié au fait que certains types de patients ou de personnes sont davantage représentés, on en sait davantage sur eux que sur les autres. De la même manière, quand vous cherchez à détecter un patient à risque, si votre machine a été entraînée à partir des données de patients qui se sont présentés aux urgences ou devant les médecins, il est évident que vous allez avoir plus de données sur les patients qui se présentent spontanément, qui recourent régulièrement aux services médicaux et hospitaliers, qui n'ont pas de problème économique, que de données sur les patients qui finalement restent chez eux, n'ont pas un bon accès aux soins, etc. Donc, il va y avoir peut-être un biais, et en réalité c'est ce qui a été montré par les études, un biais lié au fait qu'on a moins de données sur eux, et donc on va considérer qu'ils sont moins à risque. Et ça peut aussi être valable, c'est un exemple qu'on peut imaginer, pour des patients qui seraient pris en charge d'une manière particulièrement attentionnée, et donc pour lesquels il y aurait moins de risques, apparemment, et que la machine traiterait comme des patients étant moins à risque parce que dans les faits, ils ont par exemple été moins souvent exposés à un risque de mort, que pour des patients vis-à-vis desquels spontanément on n'a pas d'attention particulière. Je pense par exemple à la différence entre un patient asthmatique et un patient qui ne l'est pas. Un patient asthmatique, on va tout de suite le traiter avec beaucoup de précautions, le prendre en charge par exemple dans un service de soins intensifs, ce qui fait que ses chances de survie vont peut-être être supérieures en statistique aux chances de survie d'un patient qui ne serait pas asthmatique et qui se présenterait lui aussi aux urgences. Et pour autant, si la machine se contente de traiter ces données sur le même plan sans tenir compte de la prise en charge différente entre les deux types de situations, eh ben on va se retrouver avec un résultat complètement biaisé et une mauvaise recommandation qui consistera à dire le patient asthmatique est moins à risque parce qu'il a été statistiquement moins souvent exposé à un risque de décès, et donc il faut finalement le mettre à un rang de priorité inférieur à celui qui ne l'est pas. Et on voit bien que ça aboutit éventuellement à des recommandations problématiques. Aujourd'hui, le droit donne-t-il des outils pour remettre ces algorithmes et le code qui les structure dans le champ du droit et de redonner ainsi à toutes les parties prenantes une capacité d'agir en fait sur les décisions de ces algorithmes? Alors la difficulté, c'est que ces outils algorithmiques, qui sont des outils informatiques, puisque moi je n'aborde pas les algorithmes dans la généralité de leur acception, mais vraiment en association avec l'idée de traitement automatisé informatique. La difficulté, c'est qu'effectivement, ce sont des outils très variés, qui rendent des services très variés et qui utilisent des techniques également variées. Donc forcément, les questions juridiques qui vont être soulevées seront également très diverses. Elles vont aller de la question de la vérification en amont de la mise sur le marché, puisque dans le contexte médical, on a une réglementation qui est la réglementation relative aux dispositifs médicaux, qui fait qu'en principe, un dispositif médical ne peut être utilisé que lorsqu'il répond à un certain nombre de normes. Donc ça va de la mise sur le marché jusqu'aux questions de responsabilité, puisque si jamais une décision est prise et qu'elle est partiellement automatisée ou totalement automatisée, la question va se poser de savoir qui est responsable en cas de dommages causés aux patients. Donc vous voyez, de l'amont jusqu'à l'aval, en passant par des questions intermédiaires qui sont celles de l'information transmise par les producteurs aux utilisateurs, de l'information transmise par les utilisateurs, que sont en l'occurrence les professionnels du soin, aux patients. Sur la question de la transparence qu'on évoque assez souvent, cette question, en fait, elle revient à se demander s'il ne faudrait pas systématiquement que le code
soit rendu public. Alors c'est une proposition qui est intéressante à bien des égards, au sens où par exemple aujourd'hui vous avez quand même un savoir informatique qui se diffuse malgré la difficulté évidemment d'accès à ce savoir. Il y a de plus en plus de gens qui sont capables de comprendre les codes informatiques, et que si vous rendez ce code public, vous donnez la possibilité finalement à une multiplicité de personnes de faire des remarques sur des erreurs éventuelles ou des biais éventuels, ou de faire des remarques. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vous faites notamment fonctionner la démocratie aussi sous cet angle-là. Mais on comprend immédiatement que tout le monde n'est pas capable de comprendre un code, que donc ce n'est pas forcément la solution, que d'associer un dispositif médical avec une publication de code ne va pas nécessairement permettre aux médecins de comprendre mieux comment fonctionne la machine. Ne va pas non plus permettre aux patients de comprendre pourquoi cet outil était effectivement pertinent pour aider le médecin à prendre la décision qu'il a prise. À partir de là, la transparence n'est pas forcément la bonne solution, et de plus, elle peut ne même pas être praticable, parce qu'il y a un certain nombre de droits de propriété intellectuelle qui peuvent, et de secrets qui peuvent empêcher finalement aussi un accès à certains algorithmes quand ils ont été inventés par des sociétés privées, par exemple.